Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des promesses gouvernementales embourbées sur la route Babadjou-Bamenda. Dans la région du nord-ouest, des centaines de voyageurs ont encore vécu le calvaire sur cet axe en piteux état. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi matin, à l'approche de la saison des pluies, la situation ne cesse de s'aggraver sous le regard silencieux des pouvoirs publics. Les tensions diplomatiques entre Washington et Yaoundé enflamment les débats au Cameroun. Selon l'opposition, cette levée de bouclier observée au sein du gouvernement cache bien mal une fébrilité et une inquiétude grandissante face à la pression internationale. Faux, retorquent les pro-gouvernements qui saluent la volonté de Yaoundé de défendre la souveraineté du peuple camerounais. Regard croisé dans ce journal des universitaires et des hommes politiques sous cette escalade diplomatique entre Washington et Yaoundé. C'est à suivre dans le chapitre politique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils ont encore vécu le calvaire sur cet axe routier Babadjou-Bamenda. Partis dans la nuit de mercredi pour arriver jeudi matin, ils ont passé toute la journée de jeudi pour traverser cette route en piteux état. Pourtant, le gouvernement avait promis et annoncé les travaux de réhabilitation de l'axe Babadjou-Bamenda. Rien n'a véritablement avancé jusqu'ici. C'est toujours un véritable calvaire pour ces centaines de voyageurs qui expriment leur colère dans ce reportage signé Éric Martial Diomo avec notre bureau de nos correspondants du côté de Bamenda. Nous sommes ici à Matasson, l'une des dernières localités avant Bamenda en provenance de Babadjou. En raison du début des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda et des fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la région, le chemin de croix des voyageurs a désormais pris l'allure d'un obstacle insurmontable. La société en charge de la réhabilitation de cette voie ayant procédé à un déblayage avant les pluies, la chaussée glissante met à rude épreuve les moteurs de véhicules, tout comme les pneus des engins même les plus lourds. Conséquence, de nombreux voyageurs quittent les voitures pour éviter toute surprise désagréable avant de patauger eux-mêmes dans cette boue. Ces travaux étaient pourtant censés débuter depuis octobre 2017, selon l'annonce du ministre des Travaux publics et de l'entreprise adjudicataire, à grand renfort médiatique. Partie intégrante de la nationale numéro 2 et pour un coût global de 60,70 milliards de francs CFA, les travaux d'une quarantaine de kilomètres consistaient à élargir la route à 7,5 mètres pour épouser les caractéristiques de la transfrontalière Bamenda-Enugu au Nigeria et surtout de recycler la chaussée existante mais dans un état de dégradation très avancé. Divisé en 3 phases, ces travaux, démarrés à pas d'escargot et dont l'effectivité était attendue depuis plus d'1 an, avaient vu leur délai fixé à 2 ans pour l'exécution. Dans cet imbroglio, les usagers payent le prix fort de la dégradation couplée au retour des pluies et surtout de l'inertie gouvernementale. La recrudescence de l'insalubrité provoque la colère des populations résidant à Bepanda, une banlieue située dans le 5e arrondissement de Douala. Des ordures ménagères ont été érigées en barricade sur la voie publique, signe de protestation contre la mauvaise gestion des déchets ménagers et leurs conséquences néfastes sur la vie des populations. C'est le constat que font nos reporters Innocent Abega et Xavier Foka. Marché double balle. C'est au quartier Bepanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Une montagne d'ordures est répandue sur la voie publique, empêchant toute circulation des véhicules.
Comment est-on arrivé à cette situation? Le jeudi passé, le jeudi propre, on a retrouvé les rigoles là. On a fait appel à un pousseur qui devait enlever ça. Il a demandé 1500. Quand il est allé chercher le pouce, en venant, les gens de la mairie ont dit qu'entasser le camion doit venir porter. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Maintenant, il revient à Isakam de collecter les ordures. Une semaine déjà que la situation perdure, au grand désarroi des populations et des commerçants qui expriment leur ras-le-bol, car ce problème affecte non seulement leurs affaires, mais aussi leur état de santé. La maison est à côté de la poubelle. En tant qu'habitant du quartier, je suis très mal à l'aise. Tous les jours, une boîte de lait non sucré. Et nous, on n'a pas l'argent, on ne vend rien. On ne vend rien. Depuis le matin, j'ai vendu 150. Je suis dérangé. Je n'arrive pas à conduire parce qu'il faut que je gêne les mamans qui ont mis les tout sur la chaussée. Et donc je ne sais pas quoi l'État attend. Il ressort que le problème, c'est l'absence de bacs dans les quartiers qui ont poussé les populations à jeter les ordures à cet endroit et d'après eux, à la demande de la commune qu'elle interpelle pour la résolution du problème. Nous, on a besoin que la commune vienne, on trouve une solution à dégager les ordures ici là. Si Isakam ne peut pas, eux cherchent un endroit où même les jeunes du quartier peuvent venir porter les ordures pour aller verser sur ça. Parce que c'est trop. Maintenant là, on peut reculer ça comme ça, on envoie haut, mais on donne un délai qu'autre demande que la commune soit là pour enlever ça. Maintenant on recule, on laisse la route libre. Il y avait un peu d'espace pour les motos, mais on a préféré hier bloquer complètement pour que les gens puissent comprendre que ça ne va pas vraiment. Approché, Bonda Alain, régisseur du marché Double Balle, évoque l'absence de bac dans ce quartier et un endroit idéal pour le placer. N'ayant pas pour le moment des bacs, des espaces appropriés, on avait le grand bac au stade Ndongé qui actuellement a été déporté pour cause d'entrée des lycées, entrée d'écoles primaires et tout cela. Mais on est en train de voir où on va placer les bacs pour que les gens puissent déverser à l'intérieur. Fangmoué Emmanuel, président du marché Double Balle, qui en notre présence a interpellé par téléphone le service d'hygiène et de salubrité de la mairie de Douala 5e, dit avoir saisi toutes les parties pour la résolution du problème. Une question qui intervient au moment où depuis plusieurs mois dans la ville de Douala, il se pose de plus en plus le problème d'insalubrité aggravé. Les tensions entre Yaoundé et Washington sont loin de s'estomper. Je vous le disais en titre, le gouvernement a invité le chef de la mission diplomatique américaine à respecter la souveraineté de son pays d'accueil. Selon le ministre des Relations extérieures, seuls les Camerounais sont appelés à choisir, sans influence extérieure, l'homme qui présidera aux destinées de leur pays les 7 prochaines années. Selon certains juristes internationalistes, le Cameroun donne ainsi une leçon de diplomatie internationale à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Des précisions avec Joël Essenge et Guy Zogo. L'affaire de l'ambassadeur américain au Cameroun, Peter Henry Barlerin, convoqué au ministère des Relations extérieures, et le communiqué du gouvernement qui s'en est suivi n'en finissent plus de secouer le landerneau sociopolitique camerounais. Pour le juriste internationaliste Ghislain Bombela de l'université de Yaoundé 2, soit le ministre camerounais des Relations extérieures a recadré le diplomate américain sur la forme. Mbela le jeune a rappelé qu'un échange diplomatique de ce niveau entre un ambassadeur et un chef d'État doit être marqué du sceau de la confidentialité. Quant au fond, l'internationaliste relève que le ministre le jeune Bella s'est apaisanti sur nombre de principes qui régissent la vie des relations internationales. La politique étrangère du Cameroun s'appuie énormément sur le respect du droit international et sur le respect d'un certain nombre de normes et de principes de droit international. Premier principe, c'est celui du respect de l'égalité souveraine des États. Et deuxième principe, c'est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et le troisième principe, c'est celui du droit des peuples à l'autodétermination. De ce point de vue, à l'en croire, la démarche de l'ambassadeur est au moins frappée de maladresse. C'est vrai, nous sommes dans un contexte mondialisé où il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes qui sont devenus des principes universels. Cependant, la souveraineté persiste et la souveraineté demeure. Il n'était pas judicieux qu'un ambassadeur qui est le représentant ès-qualité du président américain vienne dire à un autre chef d'État
la manière dont il doit se comporter à l'intérieur de son pays. Pour autant, faut-il craindre des bisbilles entre Yaoundé et Washington? L'analyste répond par la négative, indiquant qu'il s'agissait juste d'un rappel. C'était juste un rappel du gouvernement camerounais, d'une sortie qui a semblé quelque peu maladroite, qui aurait pu rester dans le sceau de la confidentialité, ça n'aurait jamais pu faire l'objet de cette sortie. De quoi songer à une querelle passagère, comme dans toute relation. Cet avis, l'opposition ne partage pas cet avis de cet universitaire. La levée de boucliers observée au sein du gouvernement et certains universitaires cachent bien mal une fébrilité et une inquiétude grandissante face aux propos critiques du diplomate américain et la pression internationale à l'approche de l'élection présidentielle prévue cette année 2018 au Cameroun. D'aucuns soutiennent les prises de position de l'ambassadeur américain concernant la longévité au pouvoir du chef de l'État et la violation des droits de l'homme dans certaines zones en conflit au Cameroun. Je vous propose de suivre l'analyse que signe Guy Zogo. Il faut croire que la sortie de Peter Henry Barlerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, est un coup rude asséné au gouvernement et à tous les soutiens de Paul Biya qui le voient déjà rempilé à Etoudi en 2018. En ce sens, ni la convocation du diplomate américain au ministère des Relations extérieures, ni le communiqué du gouvernement qui a suivi cette mise au point ne suffisent visiblement pas. Il y a comme un péril en la demeure et surtout beaucoup de fébrilité, au point de convoquer tous les arguments possibles pour contrecarrer les propos du diplomate américain. Ainsi, outre l'écrivaine Calix Beyala, adepte de la défense des causes souvent énigmatiques, qui affirme que le Cameroun n'est pas une sous-préfecture américaine, Jean-Jacques Ekindi, qui a cessé de chasser l'homme-lion, tranche que l'élection au Cameroun regarde les Camerounais. Pas moins le professeur Luc Sinjoun, conseiller spécial du chef de l'État, descend dans l'arène avec une tribune quelque peu sentencieuse intitulée « Ce qu'entrer dans l'histoire veut dire ». Quitte à prendre le contre-pied de ses écrits précédents, dont entre autres le président de la République au Cameroun 1982-1996, les acteurs et leur rôle dans le jeu politique. S'il souligne que la déclaration de l'ambassadeur est celle du représentant d'un État ami, il s'invite aussitôt mieux que l'Américain Barlerin dans l'histoire de son pays. Il affirme que George Washington n'est pas un modèle politique, mais qu'il est plutôt célébré pour ses exploits militaires, en passant ainsi par perte et profit le fait que George Washington soit surtout un founding father, ceux qui ont façonné les États-Unis et qui ont eu pour credo de ne pas confisquer le pouvoir. Au sujet de Nelson Mandela, il indique qu'il est un modèle politique pour s'être opposé au projet de constitution fédérale pour l'Afrique du Sud, question de prioriser un État multiracial, quitte à mettre sous le boisseau le fait que le vrai débat en Afrique du Sud portait sur la fin de l'apartheid et l'intégration du noir à sa juste place, et non sur la forme de l'État dans ce pays consolidé depuis au moins 1948. Autant d'explications chauffées à tous les bois traduisent un malaise qui semble indiquer que le relais des préoccupations de certains Camerounais par les acteurs de la scène internationale pourrait faire pencher la balance, pas forcément du côté où on voudrait. Il y a là un mauvais signal qui décuple les inquiétudes dans les cercles du... Pour prolonger le débat sur cette question, je reçois sur ce plateau Serge Espoir Matomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier secrétaire du PURS, élu local à Douala 4e, et vous avez suivi cette sortie d'abord de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun concernant la longévité de Paul Biya au pouvoir. Il a demandé au chef de l'État camerounais de s'inspirer du modèle de George Washington et de Nelson Mandela pour rentrer dans l'histoire du Cameroun et de léguer un héritage qui puisse être appris aux nouvelles générations. Comment analysez-vous ces propos du diplomate américain? Il faut dire que M. Biya doit partir du pouvoir en 2018. Ça, c'est une évidence. Depuis 2016, avant les événements des ECA, nous avons demandé le départ de M. Biya. En 2017, nous avons réitéré notre position. En 2018 encore, nous affirmons que M. Biya doit partir. Nous n'avons pas eu besoin d'attendre, n'est-ce pas, un conseil de l'ambassadeur des États-Unis venant à proposer à M. Biya de
prendre une retraite, une bonne retraite pour prendre ses positions. Je crois qu'ici, il y a un problème même d'interprétation des propos. Je ne suis pas celui qui viendra interpréter d'une autre manière les propos de l'ambassadeur, mais je crois qu'ici, une fois de plus, la population camerounaise est en train de subir une sorte de manipulation, parce que ces faits, nous les avons vécus en 2011, lorsque, évidemment, Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la France, ne voulait plus de M. Biya au Cameroun. Il y a eu un discours qui s'est véhiculé au sein de la population camerounaise qui disait « luttons contre l'ingérence ». Et là, nous voici encore en 2018 avec ce même type de discours. Justement, vous savez que le Cameroun entretient des relations stratégiques avec les États-Unis. Si M. Biya... Justement, avant qu'on y parvienne, il faut préciser que le gouvernement désapprouve les propos critiques du diplomate américain sur la longévité de Paul Biya au pouvoir. Et le ministre des Relations extérieures a tenu à préciser que le chef de l'État du Cameroun ne se maintient pas au pouvoir par la force, mais il a été élu plusieurs fois selon les règles démocratiques. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas totalement ce point de vue, mais il faut dire que le gouvernement est dans son rôle. S'il estime que son intégrité ou alors les relations diplomatiques sont violées, il doit pouvoir réagir. Mais alors, est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une violation des relations diplomatiques? Je ne le pense pas. Je disais tantôt que le gouvernement camerounais entretient des relations stratégiques avec les États-Unis. Lorsque les États-Unis offrent au Cameroun du matériel militaire, des dons financiers pour combattre tous les fléaux qui minent le Cameroun, là, on ne parle pas d'ingérence. Là, le diplomate a dit qu'il a demandé au président de penser à sa retraite. Pourquoi parler de la souveraineté du pays au lieu de parler de la souveraineté du fauteuil de M. Biya? Ici, il ne s'agit pas du pays. Les États-Unis, il y a quelques jours, ont encore offert du matériel militaire pour combattre plusieurs fléaux qui minent le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dans une grave crise. Nous sommes en train de constater plus ou moins la partition de notre nation. Je ne veux pas entrer dans des problèmes basiques de la société, mais nous disons que le peuple camerounais, en sa grande majorité, doit se lever pour chasser M. Biya par les urnes en 2018. Il va du devoir du peuple de dire aujourd'hui nous nous assumons. Mais le gouvernement se plaint du fait que les États-Unis s'y mixent dans ce processus électoral et semble vouloir choisir ou influencer le choix des Camerounais sur un probable candidat autre que le président de la République. Il n'en est pas question. Je dis encore, là, c'est une manipulation du gouvernement. Pourquoi choisir quand il faut parler d'ingérence? Lorsque les États-Unis cohabitent avec le gouvernement camerounais, on ne parle pas d'ingérence. Je tiens à vous préciser que si M. Biya est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce aux Américains et aux Français. Il faudrait que la population le sache. Quel est le rôle que ces deux puissances, selon vous, ont joué dans le maintien du chef de l'État au pouvoir, alors que le gouvernement estime qu'il a été régulièrement élu selon les règles démocratiques plusieurs fois lors des dernières élections présidentielles? Écoutez, ces gouvernements ont toujours supporté M. Biya. Lorsque nous parlons des réformes profondes du système électoral ou alors des réformes concernant les institutions de l'État, nous sommes seuls face à ce gouvernement. Mais nous assumons nos responsabilités. Nous n'avons jamais invité les étrangers de venir nous prêter main forte. Nous disons, le problème camerounais est camerounais et il va se résoudre par les Camerounais. Et nous disons, nous sommes déjà contre toute ingérence et partout où Est-ce que pour vous, cette sortie de l'ambassadeur américain est une ingérence, d'abord? Non, elle n'est pas une ingérence. Là, il faut le dire, c'est pour cette raison que j'ai parlé de manipulation de l'opinion. Qu'est-ce que l'ambassadeur a dit qu'il soit une ingérence? Là encore, on veut nous faire croire que l'Amérique veut déstabiliser le Cameroun, veut faire partie M. Biya. C'est pour cette raison que les Camerounais doivent s'unir pour maintenir M. Biya une fois de plus au pouvoir. Il n'en est pas question. Nous ne devons plus céder à ce type de discours parce que c'est de la pure manipulation de nos gouvernants. Nous devons nous unir et dire trop c'est trop. Ce que nous vivons dans notre pays, ce ne sont pas les États-Unis qui nous obligent de vivre cela. C'est une réalité. J'ai tenu à rappeler
rappeler que nous demandons depuis toujours le départ de M. Biya. Est-ce que nous avons eu besoin des États-Unis pour le faire? Non, le constat est clair. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont plus la capacité de diriger cette nation. Je voudrais partager avec vous, vivement à M. Biya de prendre une retraite. J'aimerais partager avec vous la réaction de Luc Sinjung, qui est membre du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, et conseiller spécial à la présidente de la République. Il pense que Paul Biya est toujours l'homme de la situation et qu'il est déjà rentré dans l'histoire parce que c'est le président qui a réconcilié les Camerounais avec leur histoire. Paul Biya est également l'homme qui a assuré la démocratisation au Cameroun et le président qui agit pour l'accélération de l'industrialisation. Est-ce que vous partagez ce point de vue sur le fait que le chef de l'État reste l'homme de la situation selon ce membre du comité central du RDPC? Si le chef de l'État restait l'homme de la situation, la fracture sociale que nous avons aujourd'hui n'existerait pas. M. Biya n'a pas les capacités, n'a plus les capacités managériales pour diriger le Cameroun. Qu'est-ce que nous voulons? Dans l'extrême nord, il y a des problèmes. Au nord, il y a des problèmes. À l'est, il y a des problèmes. Au sud-ouest, au nord-ouest. Ce sont des réalités. Les Camerounais n'ont pas accès aux affaires basiques. L'eau, l'électricité, nous parlons de quoi? L'homme de la situation par rapport à quoi? On nous a tant vanté cet homme comme étant un homme qui travaille pour la paix, mais comment expliquer la fracture dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Et il va sans dire, nous avons fait des propositions concrètes pour amener le chef de l'État à résoudre ne serait-ce que les problèmes de la crise anglophone. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il n'écoute même pas ce que nous disons. Il ne tient pas compte des propositions. Est-ce que justement, dans ce contexte de crise anglophone et crise sécuritaire, vous aimeriez que les États-Unis ou la France ou la communauté internationale puissent pouvoir mettre la pression sur le chef de l'État afin qu'il soit sensible à ce discours, à cette volonté de dialogue inclusif qui est demandé au Cameroun? En mai 2017, nous avons demandé la création d'une force tampon constituée des femmes d'influence, des religieux et des hommes, des chefs traditionnels et même des acteurs politiques pour empêcher que nous arrivions à une phase où la communauté internationale viendra s'immiscer dans nos problèmes. Parce qu'avec les débordements qui sont récurrents aujourd'hui, nous ne serons pas surpris. Déjà, ce n'était pas notre volonté que la communauté internationale dise « nous allons intervenir dans ce conflit-là ». Donc vous êtes favorable à ce qu'ils interviennent? Nous ne sommes pas favorables à ce qu'ils interviennent aujourd'hui. Il est encore temps que nous nous asseyons autour d'une table. Il est encore temps que nous constituions une force tampon nationale. Il est encore temps que nous mettons des acteurs crédibles autour d'une table et que nous réussissons à résoudre ce problème. Mais comme je l'ai dit, M. Biya n'a pas les capacités et nous conseillons M. Biya de prendre la retraite. Nous parlons de 36 ans de règne. Là, nous parlons de plusieurs générations de Camerounais qui ont été sacrifiés dans ce système. Donc, il est important de se réveiller à un moment donné et de dire ce n'est pas l'extérieur qui viendra résoudre notre problème. Nous n'attendons rien de l'extérieur, mais nous devons le résoudre par une voie démocratique, et la voie démocratique ici pour nous, c'est les urnes. Nous devons donc envoyer M. Biya en retraite en 2018. Vous l'avez dit, il y a d'autres problèmes qui concernent le Cameroun, des crises sécuritaires et des crises sociopolitiques qui se posent avec acuité au regard des flux migratoires observés dans les zones de conflit au Cameroun. Des experts réunis sur initiative de l'UNESCO à Yaoundé ont élaboré des politiques publiques inclusives capables d'aider le gouvernement dans la résolution des multiples crises au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Habitué aux flux migratoires du fait des crises sécuritaires qui sévissent dans les régions de l'Est et de l'extrême nord, le Cameroun est appelé depuis bientôt 2 ans à gérer un autre front du fait de la crise dite anglophone. Vous voyez qu'avec les crises sociales qui sont à l'extrême nord, nord-ouest, sud-ouest, à l'est, beaucoup de gens sont en train de quitter d'une région à l'autre. Et donc il y a beaucoup de mobilité et normalement le gouvernement doit avoir un mécanisme de gérer ces migrations. C'est une situation inconfortable qui préoccupe le bureau UNESCO pour l'Afrique centrale. Le Cameroun n'étant pas forcément préparé à la gestion de cette transformation sociale.
lesquelles ont un impact négatif sur la vie de la nation. Les questions de mobilité, migration font partie du thème que le Cameroun a choisi à travers Minrezi, qui est la base d'élaboration des politiques qui sont sociales, inclusives. Il y a la question quand même de mobilité qui est préoccupante et c'est la raison pour laquelle le Cameroun a choisi que dans cette école MOST que nous organisons, pour la première fois, nous mettions un focus sur ces questions de mobilité. La formation dénommée École MOST tombe à pic pour donner aux administrations, universitaires, chercheurs et autres acteurs de la société civile les armes nécessaires à l'élaboration des politiques publiques adaptées aux transformations que connaît le Cameroun. Nous sommes amenés à former un vivier d'experts qui doivent dorénavant travailler avec le gouvernement. Donc c'est vraiment un nexus entre la recherche et les politiques publiques. Donc les chercheurs, les experts, les académiciens sont là pour accompagner les ministres à développer ou à améliorer les politiques existantes pour qu'elles soient plus inclusives et qu'elles assurent l'équité. Le jeu vaut d'autant plus la chandelle que du fait de la radicalisation des positions, les flux migratoires ne se comptent plus entre les régions du nord-ouest et du sud-ouest et le reste du pays, avec une extension au Nigeria voisin. Il y a déjà plus de 40 000 Camerounais réfugiés au Nigeria du fait de la crise anglophone et ils sont plus de 180 000 déplacés internes ayant fui les exactions sur le théâtre des affrontements entre l'armée camerounaise et ses bandes séparatistes anglophones. Sur ce plateau, Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du PURS, élu local, candidat à la présidentielle. Nous sommes à 3 mois d'une probable convocation du corps électoral. Si les délais sont respectés par le président de la République, le Cameroun devra-t-il aller à une élection avec 2 régions anglophones et le septentrion qui sont en difficulté, en proie à des violences meurtrières? Je crois qu'il n'est pas encore tard, il n'est pas trop tard pour, n'est-ce pas, créer les conditions d'un dialogue inclusif, comme nous l'avons demandé. Il faut inviter sur la table des femmes d'influence. Vous savez, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les femmes, lorsqu'elles se lèvent, lorsqu'elles sortent, elles sont comprises par les populations de ce côté-là. Vous avez aussi des chefs religieux qui sont très compris et même les chefs traditionnels. On parle de près de 180 000 déplacés. Comment allons-nous faire dans ces régions? Il faudrait que ces personnes retournent dans les différents foyers qu'elles occupaient, mais il faut absolument que ce dialogue, les conditions du dialogue soient créées et qu'il puisse avoir un dialogue parce qu'il est important que des solutions de sortie de crise soient trouvées. Il est clair que la volonté du gouvernement n'est pas de négocier présentement avec les personnes dites sécessionnistes, mais nous disons tout le monde est appelé à s'asseoir autour d'une table. Mais nous invitons d'abord les uns et les autres à déposer les armes parce que le sang camerounais est en train de couler et ce qui coule fait mal à la nation. C'est la nation entière qui est en train de perdre. Nous ne voulons plus voir un seul fils camerounais tomber. Il est important de s'asseoir autour d'une table et de dire, nous regarder en face, discutons, il s'agit de notre nation. Justement, notre au sujet de cette discussion et ce dialogue, que pensez-vous de la médiation menée, qui pourrait être menée par les évêques du Cameroun? Ils ont appelé il y a quelques jours à cette médiation pour faire cesser les armes et cette violence dans les régions anglophones. C'est une bonne initiative, il faut déjà qu'elle soit suivie des autres et que les gouvernants essayent de comprendre et de se mettre autour de la table. Ce qui pose problème, c'est les acteurs qui vont mener, n'est-ce pas, ce dialogue. Ce sont les acteurs crédibles et on en trouve au Cameroun, je l'ai dit, et nous l'avons précisé d'ailleurs dans nos différentes sorties. Ces acteurs existent. Cette initiative des évêques est à saluer. Maintenant, si les gouvernants peuvent s'asseoir autour d'une table, il est sûr que plusieurs personnes de la zone anglophone viendront aussi autour de cette table et nous aurons déjà des solutions tout au moins de sortie des crises. Faut-il discuter avec ces leaders des mouvements séparatistes
ceux qui mènent ces assassinats contre des gendarmes, qui kidnappent les populations civiles et demandent les rançons? Faut-il discuter et négocier avec ceux-là? Je pense que ceux avec qui il faut négocier, ce sont ceux-là qui sont encore dans ces territoires et qui sont vraiment modérés, qui sont prêts, n'est-ce pas, à travailler pour que l'unité nationale se maintienne. Maintenant, comment identifier les leaders qui tiennent les armes? Ça, c'est une chose qui relève, n'est-ce pas, de la compétence de notre armée, forcément. Mais il faut dire que tous ceux qui sont disponibles à venir sur la table doivent être sur la table. Je reviens, d'ailleurs, il y a une semaine de cela, du Sud-Ouest, où j'étais rencontré certaines personnes et je puis vous assurer que des gens sont prêts à venir autour de la table pour parler. Des gens veulent s'asseoir, ils sont disposés à discuter. Mais nous ne pouvons pas présenter à ces gens la force pour résoudre le problème. Ces débordements émanent de quoi? De la mauvaise gestion de cette crise. Et si on commence à prendre des bonnes résolutions, je suis sûr et certain que ceux qui portent les armes aujourd'hui déposeront ces armes. Merci Serge Espoir Matomba. Je précise que vous êtes le premier secrétaire du PURS, élu local, et vous aspirez à la présidentielle pour l'année 2018. Dans le reste de l'actualité, dans les couloirs des hôpitaux, des anesthésistes réanimateurs peinent à exercer faute de structures et de matériel médical adéquat. Des spécialistes tirent la sonnette d'alarme lors d'un congrès réunissant les pratiquants de cette profession. Ils ont évoqué la nécessité d'intégrer leur spécialité dans le protocole de prise en charge en cas d'opération chirurgicale dans les hôpitaux publics au Cameroun. À ce sujet, je vous propose d'écouter le professeur Fidèle Mpinam, qui est l'un des anesthésistes réanimateurs qui participent à ce congrès qui se tient à Douala. C'est une spécialité qui n'est pratiquement pas connue dans notre pays et j'allais dire on ne nous prend pas très au sérieux. Est-ce que c'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas véritablement communiqué pour notre spécialité? Mais les difficultés réelles aujourd'hui, c'est surtout la disponibilité du matériel de base qui est souvent en rupture et aussi la disponibilité des ressources humaines. On n'en a pas beaucoup. Une trentaine, plus ou moins. Vous savez, ce n'est pas stable. Beaucoup de jeunes maintenant s'en vont. Ils reviennent de temps en temps, mais en général, ils préfèrent aller travailler là où les conditions de travail sont meilleures. Nous avons formé quand même pas mal déjà des personnels médicaux, infirmiers diplômés d'État en anesthésie et master en anesthésie. On a parlé de la concentration du sel dans l'organisme. Lorsque cette concentration baisse ou augmente, c'est grave. Lorsque la concentration du potassium baisse ou augmente, c'est grave. Le sucre, alors, les diabétiques, lorsqu'ils ont un désordre important, vous avez entendu tout ce que ça peut entraîner. Le coma, le patient ne respire plus bien, et tout ça nous devons gérer. C'est ça la réanimation métabolique. C'est un terme qui n'est peut-être pas commun. L'inauguration d'un centre de formation professionnelle est loin de faire l'unanimité en Konsamba. Des acteurs de la société civile dénoncent des soupçons de détournement des deniers publics destinés à la construction de ce centre. Mais le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi estime que ce centre permettra aux jeunes de la ville de Konsamba de pouvoir acquérir des compétences qui leur permettront de s'insérer dans le monde de l'emploi. Des précisions avec Cyril Ndiemba et Gladys Sidier. Ce qui dérange certains acteurs de la société civile, c'est le montant alloué à la construction du centre de formation au métier de Konsamba. 3,8 milliards de francs CFA ont été utilisés pour faire sortir de terre ces bâtiments sur une superficie de 3418 mètres carrés. Victor Kala, acteur de la société civile, estime qu'on aurait pu mieux faire. Je vois qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de dérapages dans la gestion de ces fonds. Parce que si on pouvait tout simplement mettre même 200 millions pour avoir un autre espace, déguerpir les gens et les dédommager et planter ce joyau, on pouvait atteindre les objectifs.
l'environnement n'existe pas en tant que tel que le personnel puisse se mouvoir, c'est-à-dire les apprenants puissent se mouvoir. Parlons même pas du garage, ça veut dire que 2 ou 3 voitures peuvent entrer et puis bon, c'est terminé. Dans un petit endroit serré, vraiment, il faut être de mauvaise foi pour que cet agent a été absolument géré. Le centre de formation au métier de Konsomba est le fruit de la coopération Cameroun-Autriche. Pour le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, c'est une avancée dans la lutte contre le chômage des jeunes. La mise en place d'un bon système de formation professionnelle est perçue comme un facteur important de mise en adéquation de nos ressources humaines aux besoins du marché de l'emploi. En effet, il s'agit de mettre à la disposition du public, notamment des jeunes, des outils leur permettant de bâtir eux-mêmes leur propre avenir. Concernant le coût de la formation dans ce centre, jugé trop élevé et inaccessible pour le Camerounais moyen, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle répond. Tout ce qui est bien là, ça coûte. Il faut dire la vérité. La formation en elle coûte cher. Mais lorsqu'on l'a, on peut être recruté facilement. Et nous voulons des vrais. Lorsqu'ils sortent d'ici, il faut qu'on dise « Ah, ils ont été bien formés ». Donc oui, c'est assez cher, mais rien que déjà la matière d'œuvre, vous voyez ce que ça coûte. C'est-à-dire ce qu'on utilise pour pouvoir simuler tout ça. Ça coûte. S'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas bien apprendre. Vous voyez comment ici, chaque apprenant a son kit. Donc ne voyons pas cet esprit. Nous voudrions que vraiment qu'on ait des vrais techniciens. Plusieurs jeunes Camerounais devront donc renoncer à leur rêve d'être admis dans ce centre s'ils n'ont pas le montant exigé pour la formation. Un montant que le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle n'a pas été à même de dévoiler. En économie, Camtel relie le Cameroun et le Brésil grâce à la fibre optique. La pose des premiers câbles sous-marins a eu lieu à Kribi, la cité balnéaire, sous la présidence de Minette Libon-Lincoln, ministre des Postes et Télécommunications, représentante du Premier ministre à cette cérémonie. Reportage Ike Cyril. Le projet South Atlantic Interlink de Camtel prend corps. Aux côtés du directeur général de la Cameroun Telecommunications, le ministre des Postes et Télécommunications, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, procède à la pose des premiers mètres du câble sous-marin à fibre optique dans la cité balnéaire de Kribi. Nous allons de tirer le premier mètre de ce câble sous-marin. Le bateau va maintenant engager la marche vers le Brésil. Dans quelques mois, nous serons connectés. Et pour les Camerounais, cela veut dire que nous avons un grand boulevard pour le haut débit Internet pour tout le monde, pour les grands projets qui pourront être développés. Il s'agit d'un projet gigantesque, financé à plus de 396 millions de dollars. Le câble sous-marin, long de 6000 km, va relier les villes de Kribi au Cameroun et Fortaleza au Brésil. Le bateau câblier CS Recorder, devant conduire les travaux, a déjà commencé la manœuvre au port de Kribi. Ce projet va permettre de faire un grand bond pour tous les secteurs. Parce que l'économie numérique, c'est le phénomène du siècle qui bouscule tout, qui permet d'accélérer la croissance et de créer de l'emploi. Nous allons vendre les capacités à d'autres pays qui ont besoin de câbles sous-marins. Quand on sait qu'aujourd'hui, les statistiques montrent que plus de 90% des communications entre continents se passent par des câbles sous-marins. Le Cameroun se positionne comme ce hub aujourd'hui qui va ravitailler les autres pays de la sous-région. La South Atlantic Interlink de Camtel est le fruit de la coopération entre le Cameroun, le Brésil, la Chine et la République de Guinée équatoriale, dont le ministre des Transports, des Postes et Télécommunications a pris part à la cérémonie de pose des premiers mètres. La CEL vise la pose d'une infrastructure de haute technologie répondant aux standards mondialement reconnus.
À Camtel, il y a des experts en transmission satellitaire. Ils ont dit pas le satellite, c'est mieux, c'est plus facile. Et le problème avec le satellite, c'est que nous allions utiliser les autres satellites, c'est pas le satellite du Cameroun. Or, il nous fallait une infrastructure qui appartienne au Cameroun. Nous avons réalisé les études, nous avons soumis le dossier et vous avez transmis ce dossier au gouvernement chinois. Et tout de suite, 3 mois plus tard, nous avions les financements nécessaires. Le câble sous-marin à fibre optique permettra à terme d'accroître et de sécuriser l'offre de services et d'infrastructures à large bande au Cameroun et en Afrique subsaharienne, de manière à réduire considérablement, sinon à anéantir la fracture numérique. En attendant la mise en service courant septembre 2018, la South Atlantic Interlink de Camtel, c'est déjà 93 répéteurs construits pour générer le câble et amplifier les signaux sur le trajet du câble. 2 unités de branchement en vue d'assurer des interconnexions en haute mer, notamment vers la Guinée équatoriale, et 17 équaliseurs pour préserver la qualité et l'intégrité du signal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, retrouvez Éric Fernand Kouamo et toute l'équipe de Regard Social. Merci de rester sur cette même antenne. Yaoundé et Washington, l'analyste répond par la négative, indiquant qu'il s'agissait juste d'un rappel. C'était juste un rappel du gouvernement camerounais, d'une sortie qui a semblé quelque peu maladroite, qui aurait pu rester dans le sceau de la confidentialité, ça n'aurait jamais pu faire l'objet de cette sortie. De quoi songer à une querelle passagère, comme dans toute relation. Cet avis, l'opposition ne partage pas cet avis de cet universitaire. La levée de boucliers observée au sein du gouvernement et certains universitaires cachent bien mal une fébrilité et une inquiétude grandissante face aux propos critiques du diplomate américain et la pression internationale à l'approche de l'élection présidentielle prévue cette année 2018 au Cameroun. D'aucuns soutiennent les prises de position de l'ambassadeur américain concernant la longévité au pouvoir du chef de l'État et la violation des droits de l'homme dans certaines zones en conflit au Cameroun. Je vous propose de suivre l'analyse que signe Guy Zogo. Il faut croire que la sortie de Peter Henry Barlerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, est un coup rude asséné au gouvernement et à tous les soutiens de Paul Biya qui le voit déjà rempilé à Etoudi en 2018. En ce sens, ni la convocation du diplomate américain au ministère des Relations extérieures, ni le communiqué du gouvernement qui a suivi cette mise au point ne suffisent visiblement pas. Il y a comme un péril en la demeure et surtout beaucoup de fébrilité, au point de convoquer tous les arguments possibles pour contrecarrer les propos du diplomate américain. Ainsi, outre l'écrivaine Calix Beyala, adepte de la défense des causes souvent énigmatiques, qui affirme que le Cameroun n'est pas une sous-préfecture américaine, Jean-Jacques Ekindi, qui a cessé de chasser l'homme-lion, tranche que l'élection au Cameroun regarde les Camerounais. Pas moins le professeur Luc Sinjoun, conseiller spécial du chef de l'État, descend dans l'arène avec une tribune quelque peu sentencieuse intitulée « Ce qu'entrer dans l'histoire veut dire ». Quitte à prendre le contre-pied de ses écrits précédents, dont entre autres le président de la République au Cameroun 1982-1996, les acteurs et leur rôle dans le jeu politique. S'il souligne que la déclaration de l'ambassadeur est celle du représentant d'un État ami, il s'invite aussitôt mieux que l'Américain Barlerin dans l'histoire de son pays. Il affirme que George Washington n'est pas un modèle politique, mais qu'il est plutôt célébré pour ses exploits militaires, en passant ainsi par perte et profit le fait que George Washington soit surtout un founding father, ceux qui ont façonné les États-Unis et qui ont eu pour credo de ne pas confisquer le pouvoir. Au sujet de Nelson Mandela, il indique qu'il est un modèle politique pour s'être opposé au projet de constitution fédérale pour l'Afrique du Sud, question de prioriser un État multiracial, quitte à mettre sous le boisseau le fait que le vrai débat en Afrique du Sud portait sur la fin de l'apartheid et l'intégration du noir à sa juste place, et non sur la forme de l'État
dans ces pays consolidés depuis au moins 1948. Autant d'explications chauffées à tous les bois traduisent un malaise qui semble indiquer que le relais des préoccupations de certains Camerounais par les acteurs de la scène internationale pourrait faire pencher la balance, pas forcément du côté où on voudrait. Il y a là un mauvais signal qui décuple les inquiétudes dans les cercles du... Pour prolonger le débat sur cette question, je reçois sur ce plateau Serge Espoir Matomba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier secrétaire du PURS, élu local à Douala 4e, et vous avez suivi cette sortie d'abord de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun concernant la longévité de Paul Biya au pouvoir. Il a demandé au chef de l'État camerounais de s'inspirer du modèle de George Washington et de Nelson Mandela pour rentrer dans l'histoire du Cameroun et de léguer un héritage qui puisse être appris aux nouvelles générations. Comment analysez-vous ces propos du diplomate américain? Il faut dire que M. Biya doit partir du pouvoir en 2018. Ça, c'est une évidence. Depuis 2016, avant les événements des ECA, nous avons demandé le départ de M. Biya. En 2017, nous avons réitéré notre position. En 2018 encore, nous affirmons que M. Biya doit partir. Nous n'avons pas eu besoin d'attendre, n'est-ce pas, un conseil de l'ambassadeur des États-Unis venant à proposer à M. Biya de prendre une retraite, une bonne retraite pour prendre ses positions. Je crois qu'ici, il y a un problème même d'interprétation des propos. Je ne suis pas celui qui viendra interpréter d'une autre manière les propos de l'ambassadeur, mais je crois qu'ici, une fois de plus, la population camerounaise est en train de subir une sorte de manipulation parce que c'est fait. Nous les avons vécus en 2011, lorsque, évidemment, Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la France, ne voulait plus de M. Biya au Cameroun. Il y a eu un discours qui s'est véhiculé au sein de la population camerounaise qui disait « luttons contre l'ingérence ». Et là, nous voici encore en 2018 avec ce même type de discours. Justement, vous savez que le Cameroun entretient des relations stratégiques avec les États-Unis. Si M. Biya... Justement, avant qu'on y parvienne, il faut préciser que le gouvernement désapprouve les propos critiques du diplomate américain sur la longévité de Paul Biya au pouvoir. Et le ministre des Relations extérieures a tenu à préciser que le chef de l'État du Cameroun ne se maintient pas au pouvoir par la force, mais il a été élu plusieurs fois selon les règles démocratiques. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Je ne partage pas totalement ce point de vue, mais il faut dire que le gouvernement est dans son rôle. S'il estime que son intégrité ou alors les relations diplomatiques sont violées, il doit pouvoir réagir. Mais alors, est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une violation des relations diplomatiques? Je ne le pense pas. Je disais tantôt que le gouvernement camerounais entretient des relations stratégiques avec les États-Unis. Lorsque les États-Unis offrent au Cameroun du matériel militaire, des dons financiers pour combattre tous les fléaux qui minent le Cameroun, là, on ne parle pas d'ingérence. Là, le diplomate a dit qu'il a demandé au président de penser à sa retraite. Pourquoi parler de la souveraineté du pays au lieu de parler de la souveraineté du fauteuil de M. Biya? Ici, il ne s'agit pas du pays. Les États-Unis, il y a quelques jours, ont encore offert du matériel militaire pour combattre plusieurs fléaux qui minent le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes dans une grave crise. Nous sommes en train de constater plus ou moins la partition de notre nation. Je ne veux pas entrer dans des problèmes basiques de la société, mais nous disons que le peuple camerounais, en sa grande majorité, doit se lever pour chasser M. Biya par les urnes en 2018. Il va du devoir du peuple de dire aujourd'hui nous nous assumons. Mais sinon, le gouvernement se plaint du fait que les États-Unis s'y mixent dans ce processus électoral et semble vouloir choisir ou influencer le choix des Camerounais sur un probable candidat autre que le président de la République. Il n'en est pas question. Je dis encore, là, c'est une manipulation du gouvernement. Pourquoi choisir quand il faut parler d'ingérence? Lorsque les États-Unis cohabitent
avec le gouvernement camerounais, on ne parle pas d'ingérence. Je tiens à vous préciser que si M. Biya est au pouvoir aujourd'hui, c'est grâce aux Américains et aux Français. Il faudrait que la population le sache. Quel est le rôle que ces deux puissances, selon vous, ont joué dans le maintien du chef de l'État au pouvoir, alors que le gouvernement estime qu'il a été régulièrement élu selon les règles démocratiques plusieurs fois lors des dernières élections présidentielles? Écoutez, ces gouvernements ont toujours supporté M. Biya lorsque nous parlons des réformes profondes du système électoral ou alors des réformes concernant les institutions de l'État. Nous sommes seuls face à ce gouvernement, mais nous assumons nos responsabilités. Nous n'avons jamais invité les étrangers de venir nous prêter main forte. Nous disons, le problème camerounais est camerounais et il va se résoudre par les Camerounais. Et nous disons, nous sommes déjà contre toute ingérence et partout où Est-ce que pour vous, cette sortie de l'ambassadeur américain est une ingérence, d'abord? Non, elle n'est pas une ingérence. Là, il faut le dire, c'est pour cette raison que j'ai parlé de manipulation de l'opinion. Qu'est-ce que l'ambassadeur a dit qu'il soit une ingérence? Là encore, on veut nous faire croire que l'Amérique veut déstabiliser le Cameroun, veut faire partie M. Biya. C'est pour cette raison que les Camerounais doivent s'unir pour maintenir M. Biya une fois de plus au pouvoir. Il n'en est pas question. Nous ne devons plus céder à ce type de discours parce que c'est de la pure manipulation de nos gouvernants. Nous devons nous unir et dire trop c'est trop. Ce que nous vivons dans notre pays, ce ne sont pas les États-Unis qui nous obligent de vivre cela. C'est une réalité. J'ai tenu à rappeler que nous demandons depuis toujours le départ de M. Biya. Est-ce que nous avons eu besoin des États-Unis pour le faire? Non. Le constat est clair. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont plus la capacité de diriger cette nation. Je voudrais partager avec vous, justement, vivement à M. Biya de prendre une retraite. J'aimerais partager avec vous la réaction de Luc Sinjung, qui est membre du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, et conseiller spécial à la présidente de la République. Il pense que Paul Biya est toujours l'homme de la situation et qu'il est déjà rentré dans l'histoire parce que c'est le président qui a réconcilié les Camerounais avec leur histoire. Paul Biya est également l'homme qui a assuré la démocratisation au Cameroun et le président qui agit pour l'accélération de l'industrialisation. Est-ce que vous partagez ce point de vue sur le fait que le chef de l'État reste l'homme de la situation selon ce membre du comité central du RDPC? Si le chef de l'État restait l'homme de la situation, la fracture sociale que nous avons aujourd'hui n'existerait pas. M. Biya n'a pas les capacités, n'a plus les capacités managériales pour diriger le Cameroun. Qu'est-ce que nous voulons? Dans l'extrême nord, il y a des problèmes. Au nord, il y a des problèmes. À l'est, il y a des problèmes. Au sud-ouest, au nord-ouest. Ce sont des réalités. Les Camerounais n'ont pas accès aux affaires basiques. L'eau, l'électricité, nous parlons de quoi? L'homme de la situation par rapport à quoi? On nous a tant vanté cet homme comme étant un homme qui travaille pour la paix, mais comment expliquer la fracture dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Et il va sans dire, nous avons fait des propositions concrètes pour amener le chef de l'État à résoudre ne serait-ce que les problèmes de la crise anglophone. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il n'écoute même pas ce que nous disons. Il ne tient pas compte des propositions. Est-ce que justement, dans ce contexte de crise anglophone et crise sécuritaire, vous aimeriez que les États-Unis ou la France ou la communauté internationale puissent pouvoir mettre la pression sur le chef de l'État afin qu'il soit sensible à ce discours, à cette volonté de dialogue inclusif qui est demandé au Cameroun? En mai 2017, nous avons demandé la création d'une force tampon constituée des femmes d'influence, des religieux et des hommes, des chefs traditionnels et même des acteurs politiques pour empêcher que nous arrivions à une phase où la communauté internationale viendra s'immiscer dans nos problèmes. Parce qu'avec les débordements qui sont récurrents aujourd'hui, nous ne serons pas surpris. Déjà, ce n'était pas notre volonté que la communauté internationale dise « nous allons intervenir dans ce conflit-là ». Donc vous êtes favorable à ce qu'ils interviennent? Nous ne sommes pas favorables à ce qu'ils interviennent aujourd'hui. Il est encore temps que nous nous asseyons autour d'une table. Il est encore temps que nous constituions une force tampon nationale. Il est encore temps que nous mettons des acteurs crédibles autour d'une table et que nous réussissons à résoudre ce problème. Mais comme je l'ai dit, M. Biya n'a pas les capacités et nous conseillons M. Biya de prendre la retraite. Nous parlons de 36 ans de règne. Là, nous parlons de plusieurs générations de Camerounais qui ont été sacrifiés dans ce système. Donc, il est important de se réveiller à un moment donné et de dire ce n'est pas l'extérieur qui viendra résoudre notre problème. Nous n'attendons rien de l'extérieur, mais nous devons le résoudre par
une voie démocratique, et la voie démocratique ici pour nous, c'est les urnes. Nous devons donc envoyer M. Biya en retraite en 2018. Vous l'avez dit, il y a d'autres problèmes qui concernent le Cameroun, des crises sécuritaires et des crises sociopolitiques qui se posent avec acuité au regard des flux migratoires observés dans les zones de conflit au Cameroun. Des experts réunis sur initiative de l'UNESCO à Yaoundé ont élaboré des politiques publiques inclusives capables d'aider le gouvernement dans la résolution des multiples crises au Cameroun. Des précisions avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Habitué aux flux migratoires du fait des crises sécuritaires qui sévissent dans les régions de l'Est et de l'extrême Nord, le Cameroun est appelé depuis bientôt 2 ans à gérer un autre front du fait de la crise dite anglophone. Vous voyez qu'avec les crises sociales qui sont à l'extrême nord, nord-ouest, sud-ouest, à l'est, beaucoup de gens sont en train de quitter d'une région à l'autre. Et donc il y a beaucoup de mobilité et normalement le gouvernement doit avoir un mécanisme de gérer ces migrations. C'est une situation inconfortable qui préoccupe le bureau UNESCO pour l'Afrique centrale. Le Cameroun n'étant pas forcément préparé à la gestion de ces transformations sociales, lesquelles ont un impact négatif sur la vie de la nation. Les questions de mobilité, migration font partie du thème que le Cameroun a choisi à travers Minrezi, qui est la base d'élaboration des politiques qui sont sociales, inclusives. Il y a la question quand même de mobilité qui est préoccupante et c'est la raison pour laquelle le Cameroun a choisi que dans cette école MOST que nous organisons pour la première fois, nous mettions un focus sur ces questions de mobilité. La formation dénommée École MOST tombe à pic pour donner aux administrations, universitaires, chercheurs et autres acteurs de la société civile les armes nécessaires à l'élaboration des politiques publiques adaptées aux transformations. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des promesses gouvernementales embourbées sur la route Babadjou-Bamenda. Dans la région du Nord-Ouest, des centaines de voyageurs ont encore vécu le calvaire sur cet axe en piteux état. Dans la nuit de mercredi à ce jeudi matin, à l'approche de la saison des pluies, la situation ne cesse de s'aggraver sous le regard silencieux des pouvoirs publics. Les tensions diplomatiques entre Washington et Yaoundé enflamment les débats au Cameroun. Selon l'opposition, cette levée de bouclier observée au sein du gouvernement cache bien mal une fébrilité et une inquiétude grandissante face à la pression internationale. Faux, retorquent les pro-gouvernements qui saluent la volonté de Yaoundé de défendre la souveraineté du peuple camerounais. Regard croisé dans ce journal des universitaires et des hommes politiques sous cette escalade diplomatique entre Washington et Yaoundé. C'est à suivre dans le chapitre politique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils ont encore vécu le calvaire sur cet axe routier Babadjou-Bamenda. Partis dans la nuit de mercredi pour arriver jeudi matin, ils ont passé toute la journée de jeudi pour traverser cette route en piteux état. Pourtant, le gouvernement avait promis et annoncé les travaux de réhabilitation de l'axe Babadjou-Bamenda. Rien n'a véritablement avancé jusqu'ici. C'est toujours un véritable calvaire pour ces centaines de voyageurs qui expriment leur colère dans ce reportage signé Éric Martial Diomo avec notre bureau de nos correspondants du côté de Bamenda. Nous sommes ici à Matasson, l'une des dernières localités avant Bamenda en provenance de Babadjou. En raison du début des travaux de réhabilitation de la route Babadjou-Bamenda et des fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours sur la région, le chemin de croix des voyageurs a désormais pris l'allure d'un obstacle insurmontable.
La société en charge de la réhabilitation de cette voie ayant procédé à un déblayage avant les pluies, la chaussée glissante met à rude épreuve les moteurs de véhicules, tout comme les pneus des engins même les plus lourds. Conséquence, de nombreux voyageurs quittent les voitures pour éviter toute surprise désagréable avant de patauger eux-mêmes dans cette boue. Ces travaux étaient pourtant censés débuter depuis octobre 2017, selon l'annonce du ministre des Travaux publics et de l'entreprise adjudicataire, à grand renfort médiatique. Partie intégrante de la nationale numéro 2 et pour un coût global de 60,70 milliards de francs CFA, les travaux d'une quarantaine de kilomètres consistaient à élargir la route à 7,5 mètres pour épouser les caractéristiques de la transfrontalière Bamenda-Enugu au Nigeria et surtout de recycler la chaussée existante mais dans un état de dégradation très avancé. Divisé en 3 phases, ces travaux, démarrés à pas d'escargot et dont l'effectivité était attendue depuis plus d'1 an, avaient vu leur délai fixé à 2 ans pour l'exécution. Dans cet imbroglio, les usagers payent le prix fort de la dégradation couplée au retour des pluies et surtout de l'inertie gouvernementale. La recrudescence de l'insalubrité provoque la colère des populations résidant à Bepanda, une banlieue située dans le 5e arrondissement de Douala. Des ordures ménagères ont été érigées en barricade sur la voie publique, signe de protestation contre la mauvaise gestion des déchets ménagers et leurs conséquences néfastes sur la vie des populations. C'est le constat que font nos reporters Innocent Abega et Xavier Foka. Marché Double Balle. C'est au quartier Bepanda, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Une montagne d'ordures est répandue sur la voie publique, empêchant toute circulation des véhicules. Comment est-on arrivé à cette situation? Le jeudi passé, le jeudi propre, on a retrouvé les rigoles là. On a fait appel à un pousseur qui devait enlever ça. Il a demandé 1500. Quand il est allé chercher le pouce, en venant, les gens de la mairie ont dit qu'entasser le camion doit venir porter. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Maintenant, il revient à Isakam de collecter les ordures. Une semaine déjà que la situation perdure, au grand désarroi des populations et des commerçants qui expriment leur ras-le-bol, car ce problème affecte non seulement leurs affaires, mais aussi leur état de santé. La maison est à côté de la poubelle. En tant qu'habitant du quartier, je suis très mal à l'aise. Tous les jours, une boîte de lait non sucré. Et nous, on n'a pas l'argent, on ne vend rien. On ne vend rien. Depuis le matin, j'ai vendu 150. Je suis dérangé. Il n'arrive pas à conduire parce qu'il faut que les jeunes et mamans qui ont mis tout sur la chaussée. Donc je ne sais pas quoi l'État attend. Il ressort que le problème, c'est l'absence de bacs dans les quartiers qui ont poussé les populations à jeter les ordures à cet endroit et d'après eux, à la demande de la commune qu'elle interpelle pour la résolution du problème. Nous, on a besoin que la commune vienne, on trouve une solution à dégager les ordures ici là. Si Isakam ne peut pas, eux cherchent un endroit où même les jeunes du quartier peuvent venir porter les ordures pour aller verser sur ça. Parce que c'est trop. Maintenant là, on peut reculer ça comme ça, on envoie haut, mais on donne un délai qu'autre demande que la commune soit là pour enlever ça. Maintenant on recule, on laisse la route libre. Il y avait un peu d'espace pour les motos, mais on a préféré hier bloquer complètement pour que les gens puissent comprendre que ça ne va pas vraiment. Approché, Bonda Alain, régisseur du marché Double Balle, évoque l'absence de bac dans ce quartier et un endroit idéal pour le placer. N'ayant pas pour le moment des bacs, des espaces appropriés, on avait le grand bac au stade Ndongé qui actuellement a été déporté pour cause d'entrée des lycées, entrée d'écoles primaires et tout cela. Mais on est en train de voir où on va placer les bacs pour que les gens puissent déverser à l'intérieur. Fangmoué Emmanuel, président du marché Double Balle, qui en notre présence a interpellé par téléphone le service d'hygiène et de salubrité de la mairie de Douala 5e, dit avoir saisi toutes les parties pour la résolution du problème. Une question qui intervient au moment où depuis plusieurs mois dans la ville de Douala, il se pose de plus en plus le problème d'insalubrité aggravé.
Les tensions entre Yaoundé et Washington sont loin de s'estomper. Je vous le disais en titre, le gouvernement a invité le chef de la mission diplomatique américaine à respecter la souveraineté de son pays d'accueil. Selon le ministre des Relations extérieures, seuls les Camerounais sont appelés à choisir, sans influence extérieure, l'homme qui présidera aux destinées de leur pays les 7 prochaines années. Selon certains juristes internationalistes, le Cameroun donne ainsi une leçon de diplomatie internationale à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Des précisions avec Joël Essenge et Guy Zogo. L'affaire de l'ambassadeur américain au Cameroun, Peter Henry Barlerin, convoqué au ministère des Relations extérieures, et le communiqué du gouvernement qui s'en est suivi n'en finissent plus de secouer le landerneau sociopolitique camerounais. Pour le juriste internationaliste Ghislain Bombela de l'université de Yaoundé 2, soit, le ministre camerounais des Relations extérieures a recadré le diplomate américain sur la forme. Mbela le jeune a rappelé qu'un échange diplomatique de ce niveau entre un ambassadeur et un chef d'État doit être marqué du sceau de la confidentialité. Quant au fond, l'internationaliste relève que le ministre le jeune Bella s'est appesanti sur nombre de principes qui régissent la vie des relations internationales. La politique étrangère du Cameroun s'appuie énormément sur le respect du droit international et sur le respect d'un certain nombre de normes et de principes de droit international. Premier principe, c'est celui du respect de l'égalité souveraine des États. Et deuxième principe, c'est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Et le troisième principe, c'est celui du droit des peuples à l'autodétermination. De ce point de vue, à l'en croire, la démarche de l'ambassadeur est au moins frappée de maladresse. C'est vrai, nous sommes dans un contexte mondialisé où il y a un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes qui sont devenus des principes universels. Cependant, la souveraineté persiste et la souveraineté demeure. Il n'était pas judicieux qu'un ambassadeur qui est le représentant ès-qualité du président américain vienne dire à un autre chef d'État la manière dont il doit se comporter à l'intérieur de son pays. Pour autant, faut-il craindre des bisbilles entre